Bonjour, je suis Louis Duruflé et je vous présente Les L du patrimoine, un podcast réalisé par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, la DRAC et le studio Flamboyance. Découvrons ensemble des personnes qui travaillent à la DRAC Hauts-de-France à Amiens et à Lille. Je suis Caroline Briche-Cadrenne, je suis coordonnatrice administrative et budgétaire au pôle patrimoine à la DRAC Hauts-de-France. Je m'arrange pour que tout fonctionne au sein du pôle. J'appuie le directeur du pôle patrimoine dans toutes ses missions. Donc à la fois compiler des informations pour aider à la prise de décision. Et puis il y a aussi un gros volet sur le suivi administratif des pôles. Et puis je gère aussi toute la partie budgétaire, donc le budget opérationnel de programme 175 qui concerne les patrimoines, qui est un très gros BOP qui couvre tout ce qui est monuments historiques, musées, architecture, archéologie, archives. On a beaucoup de travail sur les monuments qui appartiennent à l'État, puisqu'en fait on a des cathédrales qui sont hors normes. Donc Soissons, Beauvais, Amiens. On a aussi Cambrai et Arras. Et pour la petite anecdote, ce que j'ai appris en étant ici, parce que moi je suis une administrative, donc je travaille beaucoup avec les métiers et ils m'apprennent des choses. La cathédrale Notre-Dame de Paris tient dans la cathédrale d'Amiens. Elle rentre à l'intérieur. Donc c'est pour donner un peu une idée du côté hors norme de nos cathédrales. Sur les métiers comme le nôtre, on peut vraiment travailler dans tous les domaines. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu choisir de travailler dans la communication. Le chargé de communication de la DRAC, il est attaché d'administration comme moi. Les responsables des ressources humaines sont des attachés d'administration. La responsable du service financier est une attachée d'administration. La responsable de programmation générale est une attachée d'administration. C'est une particularité du ministère de la Culture, par rapport à d'autres ministères dans lesquels j'ai pu travailler. C'est que comme on est un tout petit ministère et à la DRAC on a des effectifs quand même qui sont assez réduits par rapport à la masse de tâches qu'on a à accomplir, par la force des choses, les collègues métiers ils sont obligés aussi de faire de l'administratif. Donc par un juste retour des choses, moi je suis obligée, même si je suis pas métier, je suis pas technicienne, je suis obligée aussi de rentrer dans leur logique à eux puisque eux rentrent dans ma logique à moi. Alors parfois, j'avoue, on ne se comprend pas toujours, évidemment. Je pense que pour être attaché d'administration, il faut être curieux et il faut... Alors évidemment, on peut ne rester que dans un type de fonction. Si on aime les ressources humaines, on peut faire de la ressource humaine toute sa vie. Si on aime que le budget, on peut faire du budget toute sa carrière. Moi, j'aime bien les postes polyvalents. Donc du coup, voilà, là j'avais un poste polyvalent pour le coup, Et puis, je pars sur un poste polyvalent. Pour moi, c'est un décor qui ouvre les plus vastes perspectives, d'autant plus que c'est un corps interministériel. Donc, on peut travailler dans tous les domaines, dans tous les ministères. Quel est votre parcours ? Alors, moi, j'ai fait des études de droit, donc j'ai une maîtrise de droit. Et à l'origine, je devais m'orienter vers un 3e cycle en droit hospitalier, puisque je voulais être directrice d'hôpital. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais là. Et en fait, pour des raisons familiales, financières, mon père était seul avec 3 enfants, mon frère commençait ses études, vers un 3e cycle, ça devenait compliqué. Surtout qu'il fallait fallait quitter les Hauts-de-France pour aller faire ce 3e cycle, puisqu'il n'existait pas là, donc c'était compliqué. Et puis j'avais toujours eu de l'appétence pour l'enseignement. J'avais toujours fait des centres de loisirs, j'avais... donner des cours à droite à gauche quand j'étais étudiante. Donc je me suis dit, étant d'une famille d'enseignants, pourquoi pas l'enseignement ? Donc j'ai passé le concours de professeur des écoles que j'ai obtenu. Et donc j'ai été prof des écoles pendant 16 ans. Et puis au bout de 12-13 ans, la quarantaine approchant, j'ai commencé à me dire, est-ce que je vais faire ça toute ma vie ou est-ce que j'ai envie de changer ? C'est devenu, au bout de 1 ou 2 ans de réflexion, c'est devenu une évidence. Il fallait vraiment que je change, quoi. J'avais envie de faire quelque chose où il y avait, où j'arrivais à percevoir, où j'avais des perspectives, de faire des choses différentes, de continuer à avancer, à me remettre en question, des challenges en fait. Voilà, j'avais besoin de challenges. Donc j'ai cherché et donc je me suis orientée vers le concours d'attaché d'administration de l'État.
parce que je voulais rester au sein de l'État, dans un corps de catégorie A qui offrait des perspectives de postes multiples et pas forcément être limité à un ministère bien particulier. Donc j'ai préparé le concours par le CNED en travaillant à 100%. Et j'étais admissible une première fois, j'ai pas été admise. Et je me suis remis à travailler l'année d'après en apprenant de mes erreurs. Et du coup, j'ai eu le concours la deuxième fois. Donc j'ai intégré l'Institut régional d'administration de Lille pour 1 an de formation. J'ai appris plein de choses, je me suis fait plein d'amis, il y a un esprit de corps. Je sais que nous, en tout cas, la promotion, la 47e promotion, Jacques Jaujard et Rose Valland, alors c'était un peu prémonitoire parce que Jacques Jaujard, ce sont les 2 personnes qui ont mis à l'abri les œuvres d'art avant que les nazis ne mettent la main dessus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc finalement, le fait de me retrouver à la DRAC, c'était un peu prémonitoire. Même si j'ai fait des sacrifices, puisque habitant dans la Somme, je suis partie habiter 1 an chez mon père qui habitait pas loin de Lille. Puis j'ai dû laisser mes 2 filles avec leur papa. Donc, et au demeurant, ça s'est très bien passé. Alors c'est vrai que en tant que maman, quand à 40 ans on change de carrière, on a quand même des scrupules, même si mes filles avaient 7 ans et 12 ans. Moi, j'ai jamais eu de regrets et je sais que des moments où j'avais beaucoup de travail, où j'étais, j'étais fatiguée de ma semaine, où j'étais en stage. J'en avais discuté une fois avec ma fille aînée qui, quand même, était grande et puis elle m'avait dit, mais tu sais maman, moi j'apprécie que t'aies changé de travail parce qu'en fait quand tu étais instite tu avais toujours des préparations à faire et puis même le week-end tu étais dedans alors que là tu travailles toute la semaine mais quand tu rentres le week-end tu es vraiment avec nous. Comment vous percevez les inégalités au sein du ministère de la Culture ? Ayant participé au projet Les L du patrimoine, forcément on essaye de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Le ministère de la Culture en cela il est quand même très proactif. Et il y a un vrai intérêt. Moi, j'ai suivi des webinaires, notamment un qui était organisé par un réseau qui s'appelle Culturel. C'est un réseau de femmes au sein du ministère de la Culture et qui avait organisé un entretien avec l'ancienne ministre, Madame Bachelot. Et c'est vrai qu'elle avait dit qu'en fait, le fait que le ministère de la Culture soit un des plus petits ministères en termes de taille d'effectifs, ça lui permet d'expérimenter des choses qui ne peuvent pas forcément être faites ailleurs, même s'il faut rester vigilant, il faut rester proactif. Et justement, comment rester proactif ? Alors pour moi le principal, c'est pour ça que je parle de frein éducatif et culturel culture au sens large, parce que dans cette formation... Caroline Briche-Cadrenne mentionne le parcours de formation égalité professionnelle de l'IRA de Lille, sous la coordination d'Isabelle Bonnet-Muret. Toutes les femmes cadres présentes, et on travaillait toutes dans des ministères différents, finalement on s'est aperçu que les plus gros freins qu'on avait, c'était des freins internes. Donc de se dire ah oui mais bon si j'essaye de faire ça peut-être que je suis pas capable, peut-être que je vais pas y arriver et qu'on écoute aussi beaucoup l'entourage et ce qui se passe à l'extérieur et moi je sais que quand j'ai eu mon concours en fait les plus gros comment je vais dire les personnes les plus réfractaires à mon changement de carrière, curieusement, c'était pas des hommes, c'était des femmes de mon entourage, et dont une qui m'a prise à part. Et elle m'a dit, et c'est quelqu'un qui a travaillé, une femme qui a travaillé toute sa vie, c'était pas une femme au foyer, qui m'a dit, mais tu sais Caroline, le plus important dans la vie d'une femme, c'est pas sa carrière, c'est sa famille. Et là, j'en suis restée, j'ai rien répondu en fait, parce que je me suis dit, mais on en est encore là quoi. Parce que si ça avait été un homme qui avait changé de carrière, on lui aurait pas dit ça.
On se serait pas posé la question. On aurait dit, ah bah oui, mais sa femme, elle travaille, mais elle est quand même là pour les enfants, donc c'est bien. Moi, ça m'a choquée. Et je me suis dit, je pense que les freins internes qu'on a vus dans la formation à l'IRA, booster sa carrière, c'est vraiment ça en fait. C'est pas, c'est pour ça que le côté, quand je dis être proactif vis-à-vis des étudiantes ou des jeunes filles qui commencent leurs études, c'est vraiment ça. C'est parce qu'en fait, on a tellement de freins internes qu'il faut parfois montrer que bah oui, il y en a d'autres qui l'ont fait, donc pourquoi pas nous. Alors en ça, il faut des modèles, des précurseuses qui vont montrer l'exemple. Donc, et puis aussi l'importance du réseau. Parce que les hommes ont plus de facilité à faire un réseau, à se tourner vers un réseau, à utiliser un réseau. Le réseau, pour nous, c'est un peu... Il y a un côté un peu... le terme est malheureux, mais mafieux, quoi. Voilà, on est en réseau, on fait des trucs sous le manteau, on arrange nos bidons entre nous. En fait, c'est pas du tout ça, le réseau. Le réseau, c'est vraiment... C'est d'abord de l'entraide, une meilleure compréhension. C'est bien aussi d'avoir... d'en discuter avec des collègues qui sont extérieurs, qui vont peut-être avoir une autre vision des choses et qui vont pouvoir nous aider. Donc le réseau, en ça, c'est quelque chose d'important. Et puis ça aide aussi, ne serait-ce que pour faire évoluer sa carrière, le réseau, ça aide aussi. Avez-vous une personne que vous souhaitez citer comme modèle ? Ça va paraître un peu bateau, mais la personnalité qui m'a toujours impressionnée, que je pourrais appeler comme un modèle, c'est Simone Veil. J'ai montré à ma fille aînée qui a 17 ans le discours qu'elle a prononcé à l'Assemblée nationale pour la légalisation de l'IVG, et Dieu sait que c'est un sujet actuellement, et voir cette femme s'avancer devant cette assemblée d'hommes pour défendre les droits des femmes sous les colibés, et parfois c'était très malveillant par rapport à son vécu personnel pendant la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que c'est un vrai modèle, quoi, parce qu'elle est restée calme, digne, elle a dit ce qu'elle avait à dire et elle a obtenu un droit fondamental, quoi. Donc ça, pour moi, j'aimerais bien rester aussi calme et aussi digne qu'elle dans certaines situations de pression professionnelle. En fait, on se rend pas compte qu'en très peu de... il faut se rendre compte qu'en très peu de temps, on a obtenu des avancées, mais qu'en très peu de temps, on peut aussi perdre toutes les avancées qu'on a eues. Merci Caroline. Avez-vous un mot de la fin ? Je souhaite que les podcasts continuent et je vais les écouter avec attention, même en n'étant plus à la DRAC Hauts-de-France. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier tout particulièrement le ministère de la Culture et la DRAC Hauts-de-France qui ont choisi de porter et de financer intégralement ce podcast. Un immense merci aux équipes et particulièrement à Karine Delfoli, Élise Lemarchand et Caroline Briche-Cadrenne. Ce podcast a été réalisé par le Studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé et Michel Rommel. Les musiques sont de Unicorn Heads. À bientôt!